et Sébastien McMahon, économiste. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Il a été élu parce qu'il a promis aux Américains de leur faciliter la vie, de baisser les prix des biens. Sébastien McMahon, je commence avec vous. A-t-il réussi son pari pour l'inflation? Non, il n'a pas réussi à baisser les prix, certainement. L'inflation a ralenti aux États-Unis, environ à 2,7 %. Puis ce qui est venu sauver les meubles, c'est que l'ACEUM tient encore toutes les exemptions qui viennent avec l'ACEUM, fait en sorte que les prix n'ont pas tant augmenté, même si c'est les entreprises américaines qui ont pris un coup sur leur profitabilité pour ne pas passer toute la facture aux consommateurs. Mais non, les prix n'ont pas baissé. Il ne faut pas croire ça. Il a dit les tarifs. D'abord, tarifs, c'est mon mot préféré. Sébastien, une petite avec vous aussi. A-t-il réussi à faire revenir les fameux emplois manufacturiers? Il disait que ça allait revenir à la tonne, là. Non, pas du tout. L'emploi dans le manufacturier est encore en baisse. Dans les 12 derniers mois, c'est moins 68 000. Donc, il s'est perdu des emplois. Il faut comprendre qu'entre 2000 et 2010, quand la Chine est embarquée dans l'Organisation mondiale du commerce, il s'est perdu 6 millions d'emplois manufacturiers aux États-Unis. Après, ça a rebondi un petit peu dans la décennie 2010, mais on était reparti à la baisse. Puis même quand on regarde le graphique, on voit même pas de changement de cap suite à l'arrivée de Donald Trump. Donc non, ici encore, c'est un pari qui a été perdu. Bon, très clair. Raphaël Jacob, vous nous avez envoyé des sondages. Je parlais du coût de la vie avec Sébastien McMahon. Focus de l'administration Trump. On a demandé, êtes-vous satisfait de l'énergie qu'il met? Et c'est assez clair dans ce cas-ci. Il y a 74 % des Américains sondés qui trouvent qu'il ne met pas assez d'énergie sur le thème du coût de la vie. Ce qui était la question de l'urne sous l'ère Biden, la demeure sous l'ère Trump. L'enjeu numéro un est de loin. Et l'économie, de façon plus précise, le coût de la vie. L'inflation, le président est largement vu par l'opinion publique américaine après un an comme n'étant pas assez focalisé, concentré là-dessus. De façon même plus globale, on a eu un autre sondage publié ce matin du magazine The Economist qui posait la question, encore une fois très générale, mais fascinante, suivante. On demandait aux Américains, aux Américaines, tous partis politiques confondus, ces jours-ci, croyez-vous, est-ce que vous ressentez que les choses au pays sont sous contrôle, hors de contrôle ou incertaines? 18 % disaient sous contrôle, wow. 71 % hors de contrôle. M. Trump s'est présenté un petit peu à l'instar de M. Biden 4 ans auparavant comme étant celui qui allait restaurer l'ordre et un certain sentiment d'unité, d'harmonie. Ce n'est visiblement pas la perception des Américains et des Américaines un an plus tard. Il y avait un sujet, Raphaël, où il était très populaire. Il a en partie gagné pour ça, c'était la lutte à l'immigration illégale. Sondage également qu'on vous présente. Il y a 53 % maintenant des Américains qui jugent qu'il en fait trop, suite, entre autres, au drame du Minnesota. Là aussi, il perd sur des sujets qui étaient très populaires pour lui. Absolument. L'immigration illégale demeure, la lutte à l'immigration illégale demeure l'enjeu majeur sur lequel il est le plus populaire après un an, mais il est moins populaire qu'il ne l'était il y a un an. Petite nuance, je la fais très rapidement. Le Parti démocrate, sur la question de l'immigration, n'a pas nécessairement redoré son image à lui. Donc, Donald Trump est en perte de vitesse sur la question de l'immigration, mais lorsqu'on pose la question, comme l'a fait le Wall Street Journal dans les derniers jours, à savoir à quel parti politique vous faites davantage confiance lorsqu'il est question d'immigration, le Parti républicain a encore une avance qui est, somme toute, relativement appréciable. Donc, petit bémol quand même, petite nuance à ajouter. Très bien. Louise Blais, M. Carney l'a dit à sa façon aujourd'hui, c'est terminé, le monde régi par les lois internationales, etc. Dans quelle mesure vous pouvez nous résumer à quel point Donald Trump a chamboulé l'ordre et les relations internationales? En un an, c'est incroyable. Il a quand même réussi à une chose, c'est à banaliser la confrontation avec les alliés. C'est vraiment pas peu dire. Ça a commencé, bien sûr, avec l'Europe et l'Ukraine, mais ensuite, là, on voit le développement, on s'en va maintenant vers une scène absolument incompréhensible que maintenant, Donald Trump devient l'envahisseur éventuel peut-être du Groenland. Il a vraiment complètement chamboulé qui étaient les alliés,
qui étaient les rivaux. Et on se retrouve maintenant dans cet univers-là où chaque pays essaie de tirer son épingle du jeu, comme le premier ministre l'a dit aujourd'hui, mais que finalement, c'est peine perdue puisqu'il n'y a aucune loyauté avec Donald Trump. Alors, je pense que personne n'aurait pu, il y a un an, et même, je m'inclus moi-même, pu imaginer qu'on se retrouverait un an plus tard dans le cas de figure aujourd'hui, le jour de son anniversaire, à la veille de son arrivée à Davos. Sébastien McMahon, le commerce international aussi a été révolutionné. Il ne s'en cache pas. Lui, il veut presque faire moins de commerce, être davantage autosuffisant, faire produire aux États-Unis. Donc, l'ordre commercial mondial a été chamboulé aussi. Oui, l'ordre a été chamboulé, pas aux avantages des États-Unis, certainement. Ce qu'on voit, c'est que les partenaires commerciaux comme le Canada, l'Europe, c'est des partenaires économiques qui sont importants pour les États-Unis, sont en train de se tisser des nouveaux liens. Le Canada qui se rapproche de la Chine, c'est quand même pas anodin. On était aligné avec les États-Unis sur des véhicules électriques. Maintenant, on vient ouvrir notre marché, voir comment est-ce qu'on peut diversifier nos marchés. Aussi, chaque pays qui est en train d'investir plus dans sa défense, qui est en train d'investir beaucoup dans ses infrastructures, puis est en train de rapatrier de la production aussi pour être plus indépendant de cette relation-là avec les États-Unis. Ultimement, ça va faire un monde qui va peut-être être plus solide autour des États-Unis, mais à long terme, il va avoir des conséquences que cette économie-là va venir s'isoler malheureusement. Raphaël, il rêvait de mettre fin à des guerres. Lui continue à dire qu'il y en a 8 et qu'il a contribué à y mettre fin. Il y a la guerre en Ukraine où il n'y arrive pas encore. Il y aura des réunions importantes au cours des prochains jours. Est-ce que vous le voyez, puis même question à Louise que je vais poser, est-ce que vous le voyez de plus en plus actif sur la scène internationale? De plus en plus, présume qu'il y a eu une évolution, un changement pendant la dernière année. La réponse courte dans ce contexte-ci, c'est non, dans la mesure où il a été extrêmement actif à l'international de la première journée jusqu'à la dernière de la première année de son deuxième mandat. Donc, ça n'a pas vraiment changé à ce niveau-là. Ce qui a changé, par contre, c'est le contraste entre la rhétorique et ce qu'il a fait, c'est-à-dire la rhétorique de campagne, c'en était une de non-interventionnisme, où il vilipendait encore et encore les votes en guerre qui avaient dominé en énorme partie la scène politique américaine, la scène de la politique étrangère américaine depuis des générations. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? En l'espace d'un an, des incursions, pour ne pas dire des frappes militaires carrément, dans au moins 6 pays, Yémen, Iran, Syrie, Somalie, Nigeria et bien sûr récemment Venezuela. En même temps, est-ce que ça l'a empêché d'essayer de régler certains conflits? Là aussi, je veux faire dans la nuance. La réponse est non. Même s'il n'a pas réglé, entre guillemets, 8 guerres comme il prétend le faire, dans certains dossiers, que ce soit le Cambodge, que ce soit le Nigeria, pas le Nigeria, pardon, le Rwanda, il y en a eu des progrès. Mais sur les dossiers les plus chauds, les plus controversés, sur lesquels on avait passé tellement de temps à espérer qu'il y ait des avancées, à commencer bien sûr par le dossier russo-ukrainien, force est de constater après un an que des progrès substantiels, il n'y en a pas. Sur le Moyen-Orient, Louise Blais, il y a quand même... Bon, ça reste extrêmement difficile. Là, il veut créer son conseil pour la paix. Là, on verra jusqu'où il ira avec ça. Mais à Gaza, est-ce que vous diriez que sa nouvelle approche a produit des effets? Mais elle a produit des effets. On a eu l'impression que qu'il y a eu un accord qui a été conclu entre le Hamas et l'Israël, mais on le savait à l'époque que la réalité, la mise en œuvre de tout ça, elle est beaucoup plus compliquée et la souffrance perdure en Palestine, donc il n'y a rien de réglé comme tel à long terme. Mais oui, on a eu une certaine cessation des hostilités, mais on n'est pas rendu à la fin. Et là, maintenant, on a un conseil. C'est complètement ridicule, comme si la Palestine va être dirigée par ces dirigeants-là du monde, incluant Vladimir Poutine. On n'a aucune espèce d'idée de savoir comment ça va fonctionner. D'ailleurs, ça a été un dérapage complet cette semaine quand il est sorti avec les invitations et le milliard de dollars, le prix d'entrée. Alors, je pense que là, ils vont essayer de recalibrer. Mais non, on n'a pas vraiment la solution au conflit au Moyen-Orient. On a tout simplement une pause, comme on a eu par le passé. Très bien. Alors, c'est tout le temps qu'on a. On va y revenir régulièrement lors de nos prochaines émissions. On voulait faire une petite synthèse, c'est réussi. Merci à vous trois. Bonne soirée, mesdames.